Je suis née dans une famille de 4 enfants, je suis la troisième. Je suis née moi à Chatou dans la banlieue parisienne et à ma naissance, mes parents ont déménagé sur, Neuilly-sur-Seine. Mon père était un jeune cadre qui démarrait sa carrière et il y avait des programmes de logement, d'aide au logement pour les jeunes cadres et donc on est arrivé dans cet immeuble qui venait d'être construit à Neuilly où j'ai passé, absolument, toute mon enfance et où maman est toujours actuellement à 99 ans, passés donc voilà. C'était donc, dans une ville très bourgeoise et très chère, des logements, qui étaient à des prix, défiant toute concurrence et ce qui explique le pourquoi on est resté aussi longtemps là. Là, j'étais donc la troisième, la seule fille au milieu de 3 garçons. Mes parents avaient un parcours, mon père était donc, avait un tempérament d'artiste, musicien, peintre, mais ses parents, lui ont fait faire une école de commerce, HEC et donc, il a travaillé, pendant la plupart de sa carrière dans l'édition, comme, responsable, directeur commercial, puis, responsable d'édition. Maman, elle était femme au foyer, elle élevait ses enfants, elle n'avait pas fait forcément beaucoup d'études et du coup, elle travaillait pas. Mon père m'a beaucoup guidée, dans mon désir de faire des études, comme ses parents, l'avaient empêché de faire, ce qu'il aurait voulu faire comme études. Il nous a toujours dit à moi et à mes 3 frères, «Maintenant que que j'ai une bonne situation, vous pouvez faire les études que vous voulez, jusqu'à 25 ans, moi j'assume la partie, financière, de la chose, n'hésitez pas». Je suis la seule à avoir, fait de longues études. Mes frères n'ont pas souhaité le faire, pour des raisons, diverses, et du coup, moi je me suis engagée donc dans mes études de socio-ethnologie, après avoir eu un parcours, d'études, qui me destinait pas du tout à ça puisque j'ai fait un bac scientifique. Le bac C à l'époque comme on disait comme ça s'appelait parce qu'à l'époque on disait que, le seul bac qui ouvrait des débouchés était le bac scientifique. Donc comme j'étais très bonne en maths et pas forcément bonne, en français à l'époque, du coup, c'est tout naturellement que j'ai fait ce parcours-là et j'étais dans un lycée alors, on était en post 68 puisque moi j'ai fini ma sixième en mai 68. J'étais dans un lycée que de filles. J'ai fait toute ma scolarité que dans des établissements purement féminins, parce qu'on n'était pas encore à la mixité, et Neuilly est venu très, très tardivement à la mixité. Je pense que j'ai fait ma terminale, j'ai terminé mes études en terminale quand on commençait à faire la mixité dans les petites classes, 6e, 5e, 4e, puisqu'à l'époque on n'avait pas la distinction, lycée-collège comme on l'a maintenant, c'était, le lycée de la 6e à la terminale. Ce qui a d'ailleurs posé un problème tout à fait particulier parce qu'il n'y avait que des enseignantes femmes aussi et donc quand, tous ces petits, jeunes garçons ont débarqué dans les classes, il a fallu embaucher des enseignants masculins parce qu'ils étaient complètement débordés par l'afflux. Donc c'était une scolarité tout à fait particulière, dans un milieu, dans lequel j'étais pas à l'aise dès le début. On était dans une, avec mai 68, mon père qui était, plutôt, apolitique, mais donc de droite à l'époque, il avait grandi dans un milieu, où son père était plutôt croix-de-feu pendant la guerre, enfin, donc un milieu un peu dur. Mai 68 pour lui ça a été un déclic et ça a été donc un déclic pour l'ensemble de la famille puisque, il était, style très british, le parapluie, le costard, la cravate, et il a fait toutes les manifs de mai 68 comme ça et du coup, ça lui a changé complètement sa vision du monde et donc pour nous ça a changé aussi toute notre vie
par plusieurs choses. D'abord parce qu'il a changé politiquement complètement de vision du monde et qu'ensuite, en 69, il s'est fait licencier. Sans doute, un lien de cause à effet aussi avec, son engagement politique de l'époque et qu'à l'époque, il y avait pas de chômage et qu'il est resté donc 18 mois au chômage, ça a été, une période assez difficile et qu'il a retrouvé, du travail au bout de 18 mois dans une entreprise, d'emballage et d'agrafe dans l'Yonne, à Saint-Julien-du-Sault, donc aucun rapport avec ce qu'il faisait avant dans l'édition et donc ça a fait aussi, un changement, qualitatif pour lui et pour nous tous. Heu, Moi étant jeune, à Neuilly, j'ai mon père avait développé la première association de parents d'élèves dans le lycée de mes frères de garçons, une association de parents d'élèves, à l'époque Cornec, donc qu'on dit aujourd'hui FCPE, donc une association réputée plutôt laïque et de gauche dans une ville quand même, de droite et très catho. Ce qui fait qu'on a toujours été perçus comme des gens, un peu à part et pas du tout dans le moule, de Neuilly. Et je me rappelle, au lycée, il y avait aussi des jeunes filles qui venaient de Levallois, la commune voisine, qui était à l'époque une ville beaucoup plus, populaire et qui était aussi très, très mal perçue au lycée de fait de leur origine de Levallois. Donc j'ai pas grandi, dans un milieu où j'étais très à l'aise, ce qui m'a beaucoup influé sur la façon de voir après la société et mon engagement dans la société et je pense que ça a été aussi un peu le cas pour l'ensemble de mes frères et du coup, je ne me voyais pas, rentrer dans le moule comme ça, heu, faire des études, qui n'aient aucun rapport avec un engagement, sociétal, citoyen. Et donc, quand j'étais en terminale et qu'on me demandait, «Que voulez-vous faire comme études?» Je répondais toujours, aux grandes dames de mes enseignantes, «Moi je voudrais être bergère, ou anthropologue», ethnologue à l'époque on disait et donc, c'était, j'apparaissais un peu comme quelqu'un un peu en marge, quoi et j'ai toujours eu un investissement politique même dans le lycée, au conseil d'administration et c je veux dire, c'est une habitude, que m'ont donnée mes parents d'être dans le milieu associatif, enfin mon père essentiellement et ce qui a guidé un peu toute ma vie en fait, jusqu'à aujourd'hui et donc une fois le bac en poche, donc je me suis inscrite, à la Sorbonne. Normalement, je devais aller à Nanterre, mais j'en avais tellement assez de ce milieu de Neuilly, qui allait aussi à la fac de Nanterre que, je me suis fait domicilier à Paris pour pouvoir aller à la Sorbonne, poursuivre mes études universitaires et donc je me suis inscrite en doc de sociologie puisqu'à l'époque à Paris 5, Université René Descartes, puisqu'à l'époque il y avait pas de, il y a toujours pas d'ailleurs, d'études, on ne pouvait pas démarrer directement des études, d'ethnologie et c'était soit un doc de sociologie, soit une licence d'histoire, soit, de philo ou quelque chose comme ça. Donc je me suis inscrite en doc de sociaux où j'ai eu, la découverte de beaucoup de choses, en sociologie, puisqu'on avait des enseignants qui étaient assez, engagés dans la vie sociétale. On a par exemple, on a étudié le féminisme, Simone de Beauvoir et plein d'autres auteurs, on a étudié aussi, le colonialisme, c'était, des études vraiment qui m'ont beaucoup, formée. J'ai beaucoup lu, j'ai découvert beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas. Déjà avant, au lycée, moi les auteurs qui m'avaient marqué beaucoup, dans ma jeunesse, je me rappelle une fois, avec mes parents, on était en vacances en Grèce, j'avais plus de livres à lire, je devais avoir 15 ans et dans l'hôtel où on était, il y avait un livre qui traînait, Céline voyage au bout de la nuit, en français. Donc j'ai pris ce livre puisque j'avais rien à lire et ça a été pour moi une découverte, cet ouvrage, quelles que soient les controverses qu'on peut avoir sur le personnage lui-même, les écrits de Céline pour moi, ont été absolument, fondamentaux et j'ai tout lu, moi quand je découvre un auteur qui me plaît, je lis tout de A jusqu'à Z de l'auteur et j'ai eu pareil aussi avec Jean-Paul Sartre, après avoir lu, un premier livre, j'ai tout lu, et
Et je me rappelle qu'en philo, j'avais fait un exposé sur l'être et le néant, et qu'à l'époque, on avait, Claude Lévi-Strauss, Rissotopique, dans le programme, et que pour moi, c'est pas un ouvrage du tout qui m'a marqué. Je trouvais que c'était un peu, récit de voyage, enfin ça a pas été mon entrée, dans l'ethnologie, forcément. Et donc, après ces études de sociaux, où, j'ai dû batailler plusieurs fois avec des camarades, qui venaient d'Algérie ou d'ailleurs, qui me disaient: «Mais l'ethnologie, c'est une science coloniale, quelle idée de vouloir faire de l'ethnologie», et que j'essayais de leur démontrer que c'était pas forcément ça, qu'au contraire, aujourd'hui, l'ethnologie pouvait faire, autre chose que ce qui avait été fait pendant la colonisation. Que même s'il est vrai que pendant un certain temps, c'est vrai que, l'ethnologie était aussi le propre des administrateurs coloniaux, ou des missionnaires, et qu'effectivement c'était très lié à la colonisation, ne serait-ce que les terrains, qu'avaient nos collègues, français, en Afrique, ou ailleurs, mais on pouvait faire de l'ethnologie aussi autrement. Et du coup, je me rappelle aussi d'enseignants, qui n'aidaient pas dans mon essai de convaincre mes collègues qui avaient vécu la colonisation, enfin dont les parents avaient vécu la colonisation, que l'ethnologie n'était pas forcément une science coloniale, vu, le comportement de certains vieux enseignants, qui n'étaient pas sortis de la colonisation. Et donc, une fois j'ai poursuivi après mes études en maîtrise spécialisée d'ethnologie avec un certificat d'ethnolinguistique. Et donc ça a été ma première entrée sur, les langues, et à l'époque, je travaillais j'avais commencé en parallèle des études, d'histoire à l'université de Vincennes, en parallèle à mon DUG, de sociologie, parce que mon idée était d'aller travailler, sur le Pérou, sur le sur les Quechua, avec une idée très précise qui était, comment les immigrants à la capitale reconstituaient, leur organisation, sociale, villageoise par des quartiers, sur la ville. Et donc j'avais commencé à apprendre l'espagnol parce que moi j'avais pas fait d'espagnol au lycée, j'avais fait anglais-allemand comme il se doit. Et donc, j'ai appris l'espagnol, j'ai commencé à apprendre le quechua aussi, et je me suis inscrite en licence d'histoire sur, l'Amérique latine, l'histoire contemporaine, moderne et contemporaine. À l'époque, on avait à Paris 8 énormément de réfugiés chiliens qui enseignaient l'histoire. Et donc ça a été aussi quelque chose de très formateur pour moi parce que ça m'a permis aussi de découvrir, beaucoup d'auteurs, sur l'Amérique latine, sur, le développement, le sous-développement, les notions, historiques, les combats des peuples aussi, et il s'est trouvé que pour ma maîtrise, quand il s'est agi de partir, faire un terrain pour, faire mon mémoire de maîtrise, l'ethnologue péruvien avec qui j'avais travaillé est parti avec tout le monde sauf avec moi. Donc je me suis retrouvé, le bec dans l'eau, si je puis dire, l'année de ma maîtrise, en janvier, j'avais pas de terrain. Et je connaissais, pour avoir fait pendant mes études, à Paris 5, on avait le stage du CFRE, du Centre de formation à la recherche, ethnologique, qui était une semaine de terrain qu'on faisait avec, 4 de nos encadrants, et j'avais rencontré à cette occasion-là Aliette Jesdorfer, donc spécialiste de l'anthropologie maritime, qui a fait sa thèse sur les îles de la Madeleine et qui habitait en Bretagne, et donc qui a une maison à Ouessant, et j'avais donc été, moi j'avais pas encore été à Ouessant à cette époque-là quand j'ai choisi Molène, mais des camarades qui étaient avec moi, en licence, 1re année de maîtrise là, avaient été chez elle à Ouessant et avaient été passer une journée à Molène, et ils sont revenus en me disant: «Ah, tu devrais faire ta thèse à Molène parce qu'à Molène, il y a pas de cadastre». Il y a 2 communes en France où il y a pas de cadastre, c'est Molène et l'île de Sein, et donc tu devrais faire une étude sur la structure foncière, à Molène. Et donc me voilà partie avec Aliette pour Molène, une journée et tout, et là je me suis rendu compte que, il y avait plus, enfin c'était quelque chose qui n'était pas faisable, mais par contre, c'était une île qui vivait de la pêche, et donc je me suis dit: «Je vais faire une étude sur, la pêche, à Molène». Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait ma maîtrise, comme ça, et j'ai continué en thèse pour faire une monographie sur, l'île de Molène avec la parenté,
les constitutions des équipages, les recherches en archives, enfin voilà. Et c'est comme ça que j'ai démarré en anthropologie maritime. Et pendant que j'étais inscrite en thèse, j'étais donc, au Muséum d'histoire naturelle puisqu'Aliette Gesdorfer avait son bureau là, avec une bibliothèque, sur l'anthropologie maritime, le centre d'ethnologie le CETMA, centre d'ethnotechnologie en milieu aquatique. Et donc, j'étais hébergée là pour faire ma thèse et au premier étage du même bâtiment, il y avait, le laboratoire d'ethnobotanique où il y avait Jacques Barrault qui était là. Et Jacques Barrault, donc, qui est d'origine calédonienne, qui était parti de Calédonie comme ingénieur agronome et qui est devenu ethnobotaniste. Et donc, quand il me croisait toujours, et bon, on parlait à l'époque, la Calédonie, je connaissais pas trop. Je connaissais un peu pour m'être inscrite à l'INALCO en langue océanienne parce que j'avais dans l'idée, après ma thèse, de faire un terrain plus éloigné. Et je me suis dit: «Pourquoi pas l'Océanie?» Et donc je me suis inscrite en langue océanienne. Donc j'avais là des camarades kanaks qui étaient aussi dans ces études-là. Et Barrault qui me croisait me disait toujours: «Tiens, Leblic», un jour il me dit: «Tiens, Leblic, j'ai quelque chose pour toi. Il y a un appel d'offres du ministère de l'Outre-mer sur un appel d'offres Cordette, où il y a une mention spéciale sur la pêche dans l'outre-mer». Et donc du coup, je prends cet appel d'offres, c'était 82, et je me dis: «Bah oui, je vais répondre pour faire autre chose après ma thèse». Et donc j'ai répondu sur la Nouvelle-Calédonie. Et ma réponse a été sélectionnée. J'avais fait ça d'un point de vue comparatif sur 2 régions de Calédonie, l'île des Pins et le Nord, avec un camarade qui était aussi en thèse avec Aliette sur la pêche. Lui, c'était la pêche en Bretagne, pas à Concarneau, mais quelque part par là, je ne me rappelle plus où c'était exactement. Et donc, quand ça a marché, il m'a dit: «Non, non, mais moi, je ne veux pas partir en Nouvelle-Calédonie et tout». Donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour faire le travail avec moi. Et on a répondu pour compléter à la mission du patrimoine ethnologique pour avoir d'autres appels sur les savoirs traditionnels des pêcheurs kanaks. Et donc, cet appel a commencé en 83. Et donc moi, en juin 83, je pensais finir ma thèse, la rendre. Et en juin, Aliette me dit: «Non, non, ta thèse, elle n'est pas finie, tu ne peux pas la rendre comme ça». Et donc, je devais partir en juillet en Calédonie. Donc, elle me dit: «Tu reprendras après». J'ai oublié de vous dire que je n'étais pas inscrite avec Aliette Gesdorfer en thèse, parce qu'à l'époque, quand je me suis inscrite, elle ne pouvait pas diriger les thèses. Elle était en train de finir, elle, sa thèse d'État. Mais j'étais inscrite avec Marc Auger à l'École des hautes études. J'avais pris la liste par ordre alphabétique et j'ai dit: «Tiens, Auger». Je suis allée le voir, il m'a dit: «Ah oui, la Bretagne, ça m'intéresse». Voilà. Ça a été à peu près les seuls contacts que j'ai eus avec lui, parce que je ne peux pas dire qu'il était un directeur de thèse très présent. Et il savait que je travaillais avec Aliette. Il m'a dit voilà, donc j'ai travaillé avec Aliette tout le temps et pas du tout avec lui. Et, donc, on s'est retrouvés un peu comme ça. Je suis partie en Calédonie 6 mois, donc de juillet 83 à décembre 83. Ça a été pour moi le premier terrain lointain. Et quand je dis lointain, ça a beau être considéré comme la France par certains, c'est vraiment très lointain. Je suis arrivé en Calédonie le 13 juillet 1983 et à la veille donc du 14 juillet. Et ça a été vraiment un choc total de se retrouver dans cette ville coloniale, parce que Nouméa est vraiment une ville coloniale. Elle l'est toujours et de plus en plus d'ailleurs. À la veille du 14 juillet, où il y avait les indépendantistes kanaks qui manifestaient pour réclamer l'indépendance, et les célébrations françaises aux monuments aux morts, sur les monuments aux morts, il n'y avait que les noms des Français décédés, mais pas des Kanaks. Au dos, il y avait simplement 11 personnes de tel endroit, sans aucun nom, qui était très symbolique de la situation, de la façon dont la colonisation considérait les indigènes, comme on disait à l'époque. Voilà. Et donc ça a été tout un parcours. J'étais déjà très profondément anticolonialiste de par ma formation intellectuelle, mais d'arriver dans cette ville coloniale, ça a été pour moi un choc absolument total. Et j'étais à l'époque avec un camarade, je vivais avec un Mehdi Lalaoui, qui était donc un descendant de Kabyles, dont les parents avaient subi la guerre d'Algérie. Et donc quand on est arrivés tous les deux dans cette ville, où on voyait par exemple à l'entrée d'un bar interdit aux claquettes,
puisque les claquettes, ce sont les chaussures des Kanaks. C'était, quand même, très très violent. Donc ça a été une, très déterminant dans la suite de mon parcours, en fait, sur la Nouvelle-Calédonie et sur mon investissement, militant aux côtés des Kanaks et sur le travail que j'ai fait par la suite aussi